Et ensuite, la présentation. Qui je suis? C'est peut-être une question que vous vous posez, c'est peut-être même ce qui vous a amené ici ce soir. La candidature qu'on propose, c'est une candidature originale, une candidature sans étiquette. Alors, sans étiquette, ça veut dire sans parti politique, on pourra y revenir, déjà ça c'est quelque chose. Et ça va même, si possible, un tout petit peu plus loin que ça. Ça fait particulièrement 2 ans qu'on est en crise. Il y a eu des crises dans la société, il y a eu des crises dans les familles, et il y a eu une division importante. Et ce qu'on constate, c'est que quand on va mettre une étiquette sur quelqu'un, en réunion de famille, vous allez avoir, je sais pas, d'un côté, le tonton qui est de droite ou d'extrême droite, de l'autre côté, le tonton qui est de gauche, puis ceux-là, ils vont jamais savoir s'entendre, ils vont toujours se battre. Plus récemment, on a vu apparaître, d'un côté, l'anti-vax, de l'autre côté, le mouton, puis là, c'est fini. Puis d'échange, puis rien. Donc ce qu'on propose, c'est de dire, mettez pas des étiquettes. Essayez pas à tout prix de me mettre une étiquette dessus. Moi, j'essaierai pas de vous mettre une étiquette. Et puis comme ça, on va pouvoir aller un tout petit peu plus loin. On va pouvoir se découvrir. On va pouvoir entendre ce que l'autre a à proposer. Et ce qui est beau quand on fait ça, c'est qu'on se rend compte qu'on a des façons différentes de l'exprimer, mais qu'on vient aux mêmes fondamentaux. L'exemple qui peut concerner certaines personnes ici, voilà. Moi, je suis catégorisé anti-vax parce que j'ai peur de ce produit-là, parce que je pense que prendre soin de ma santé, c'est autre chose que juste utiliser un médicament. Très bien. En fait, ce que je veux, c'est ma sécurité, ma santé. De l'autre côté, moi j'ai peur des anti-vax parce que je me dis qu'on ne retrouvera jamais une vie normale, on ne retrouvera jamais une santé normale tant que tout le monde ne sera pas vacciné. Et donc, j'ai très peur de ça. Vous dites que je suis un mouton, mais moi tout ce que je veux, c'est ma sécurité, ma santé. Et en fait, on tombe d'accord à ce moment-là. En fait, on entend l'autre, on entend ses peurs, on a peut-être même une chance de changer un petit peu nous-mêmes. On arrête de vouloir à tout prix convaincre l'autre, on arrête de vouloir lui faire rentrer quelque chose dans la tête qui est déjà bien pleine, et on l'écoute un peu. Et donc, on se grandit de ce qu'il a à nous apporter. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, on a même une chance pour qu'il puisse nous écouter. Alors, sans étiquette, en politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pouvoir aborder des tas de sujets. On va pouvoir aborder, je sais pas, notre culture. Ah oui, moi je suis patriote, j'aime la France, j'aime mon pays, j'aime mon histoire. Ça fait pas moi quelqu'un de fasciste. Je peux très bien aimer mon pays et quand même accueillir, accepter l'autre. Et même encore mieux en fait, parce que je peux découvrir mon pays à travers l'autre. À travers la différence, à travers ce qui va me renvoyer, je peux me découvrir moi-même. Et puis, voilà, on peut parler de social. On peut se dire que y a quand même quelque chose d'anormal quand nous, on a le droit à certains luxes, nous, on roule dans des belles voitures, ou juste on roule dans des voitures. Nous, on peut faire des jolies vacances, ou juste des vacances plutôt correctes. Et à côté de ça, il y a des personnes qui galèrent, des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter de la nourriture de qualité, par exemple. Rien que ça. Ça fait pas de moi un gauchiste de base. Ça fait de moi quelqu'un qui aimerait bien voir un petit peu plus de justice dans ce monde. Les solutions à tout ça, on va pouvoir en parler après, parce que finalement, quand on s'ouvre, quand on arrête de mettre comme ça les étiquettes rapidement sur quelqu'un, quand on écoute ce qu'il a à dire, si moi j'écoute ce que vous avez à dire, on a quand même plus de chances de trouver des solutions. Et donc en politique, vous devez savoir qu'on a en France 577 députés. Et ça fait 5 ans que la décision est prise uniquement par le parti majoritaire, qui vote avec des consignes fixes de vote de toute façon. Éventuellement, il peut y avoir des débats avant, et que le parti majoritaire peut faire un débat interne, peut écouter ce que les gens ont à dire, peut écouter ce que les groupes d'influence ont à dire. Mais une fois que le projet de loi est mis dans l'hémicycle, une fois que les amendements sont mis dans l'hémicycle, il n'y a pas de débat, il n'y a rien. On écrase l'autre. Nous, on a le pouvoir, alors pourquoi est-ce qu'on écouterait l'autre? C'est un petit peu dommage d'avoir 577 députés pour faire ça. Donc, la candidature, c'est de proposer, de dire, voilà, moi je serai indépendant, on ne sera pas d'accord sur tout. Il y a peut-être des lois que je vais voter, vous ne serez pas du tout d'accord avec moi. Mais déjà, ce que je vous propose, c'est que s'il y a un point sur lequel vous avez un domaine d'expertise, s'il y a un point qui vous touche vraiment, venez me voir, avant, si possible, venez enrichir mon opinion. Peut-être que je ne changerai pas d'avis, et
La seule chose que je m'engage à faire, c'est de voter en conscient. C'est-à-dire que, voilà, même si vous m'êtes proche, même si vous m'avez aidé pendant la campagne, même si on est encore très bons amis après, bah peut-être qu'il y a des fois où vous allez me dire non, mais là tu déconnes sérieusement, quoi. Tu peux pas faire ça. Moi, je vois de bonnes raisons de le faire. Peut-être vous auriez d'autres raisons, et puis des fois je vais changer d'avis, puis des fois pas. Et en fait, on va un petit peu plus loin, parce qu'il y a l'autre question qui vient juste derrière, c'est bah oui, mais si vous n'avez pas le soutien d'un parti, il y a quand même une incohérence. Là, on vient de dire que de toute façon, il n'y a que la majorité en place qui prend les décisions et les autres sont là pour faire beau. Et puis juste après, on dit bah oui, mais et moi, je ne serai pas dans la majorité, donc en gros, à quoi je vais servir? Bah, des fois, on peut agir. Quand il y a quelque chose qui nous déplaît, on a envie d'agir et ça, c'est tout à fait normal. Et des fois, on a une action directe sur les choses et on peut les changer directement. Et des fois, ça ne suffit pas. Et on a autre chose à faire, c'est montrer l'exemple. Montrer l'exemple, ça marche toujours. Et dans toutes les situations, on peut montrer l'exemple. Alors ça veut dire que, autant que possible, je viendrai alimenter les débats. Et même si c'est faire tourner un moulin, et même si c'est me battre contre un moulin, et si ça change rien, et si je fais que du vent, je continuerai de faire ce vent-là. Je dirais même, je vais essayer de faire quelque chose d'audacieux, c'est-à-dire que dans les débats parlementaires, je vais essayer d'amener autre chose que ce qu'amènent les groupes d'intérêt, autre chose que ce qu'amènent les lobbies, autre chose que ce qu'amènent les puissants, habituellement. Et se dire, il y a une voix qui est intéressante à faire résonner entre les murs de l'hémicycle. C'est la vôtre, c'est la mienne, c'est la voix des gens qui sont directement concernés par les choses, qui d'habitude n'ont aucune influence, puisque pour susurrer à l'oreille des grands partis, il faut aussi avoir pas mal de puissance, il faut aussi avoir pas mal de réseau, il faut aussi avoir pas mal d'influence. Et le dire, je suis député de la 12e, et vous êtes de la 12e, vous avez envie de me parler, vous avez envie de me dire quelque chose, j'ai un sujet à traiter. Alors l'exemple que je donne à chaque rassemblement, et vous allez commencer à en avoir marre, c'est on parle de la distribution du tabac. Est-ce qu'on pose la question uniquement aux cigarettiers? Est-ce qu'on attend qu'ils viennent nous donner les réponses? Ou est-ce qu'on va poser la question aux buralistes? Est-ce qu'on va poser la question aux médecins? Ou aux gens qui accompagnent le sevrage tabagique? Est-ce qu'on va poser, à qui on pose la question? Ça peut s'inscrire dans des choses un petit peu plus novatrices ou audacieuses. Je sais que certains proposent par exemple le référendum d'initiative citoyenne. À titre personnel, je ne suis pas pour, parce que le référendum, c'est toujours la même chose. Un référendum, c'est donner le choix à 51% des gens d'imposer une idée à 49%. Je suis plutôt dans une idée de consensus autant que possible, de pouvoir discuter, et discuter suffisamment longtemps, prendre le temps, qu'on soit majoritairement d'accord, et que, en tout cas, même si on n'est pas d'accord, on ait entendu le 1%, on a entendu la minorité. Il y a 2 jours, le président de la République a annoncé, concernant l'obligation vaccinale des soignants, et c'est un sujet qui me touche particulièrement, que ça n'était qu'une minorité, et donc on le balaye. Est-ce que c'est ça, la nation dont on veut? Est-ce qu'on veut une nation qui balaye les minorités? Je crois pas. L'idée, c'est de se dire, au moins, on les entend. Ça change peut-être rien, mais peut-être on va quand même prendre la décision de la majorité, ce qui est très bien, mais au moins on l'aura entendu. Et au moins on connaît tous les tenants et aboutissants. Et puis des fois on se dira, mais non, quand même pour ce 1% qu'on a entendu, ça vaut le coup de changer les choses. Donc, amener une voix différente dans l'hémicycle. Porter l'exemple, ça veut aussi dire à mes collègues députés, moi je serai là. Peut-être que vous allez me regarder de travers au début, peut-être qu'au bout d'un moment vous direz, quand même, il tient le cap. C'est pas tous les jours facile, mais il tient le cap et il y va. Il est un peu dingue, mais il tient le cap. C'est drôle, lui, il n'a pas un costard à 500 balles ou 1200 balles, mais il tient le cap. Peut-être. Et puis on a le temps. On a le temps parce qu'aujourd'hui, tout va très vite. Le monde va vite, la presse va vite, les tweets vont vite, l'information va vite. Ça va tellement vite que quand il y a un scandale, c'est pas grave, il sera balayé juste après, on l'oubliera. Et nous, des fois, on a l'impression, on a l'envie d'aller aussi vite que ça. On voudrait qu'il y ait une grande révolution. Au départ de toute cette crise, je me suis dit, c'est tout, il va y avoir quand même une conversion généralisée. Les gens vont se rendre compte, à un moment, ils vont se réveiller et on va changer les cœurs. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Après, j'ai eu la tentation de me dire, c'est pas grave, on va laisser les gens comme ça, puis moi, je vais aller faire ce que je peux de mon côté, et c'est déjà bien. Et après, je me suis dit, non, on va essayer de changer les cœurs, mais ça va prendre du temps. En fait, il n'y a pas d'urgence. On a toujours cette espèce d'urgence entre nous, on devrait aller manifester que ça change les choses, faire un référendum, ça change les choses.
faire une élection, ça change les choses. Non, les élections changent. Souvent, ça ne change pas les choses. Mais, première étape, première marche. Et puis peut-être qu'on sera 5 ou 10 députés citoyens. Peut-être qu'on réussira à former un groupe parlementaire, et je l'espère, avec des citoyens, ou avec des gens en tout cas qui ont une pensée déjà alternative, qui veulent essayer de sortir un petit peu de ce grand spectacle, essayer de proposer quelque chose. Peut-être qu'on pourra. Et puis si on ne peut pas, en tout cas, il y aura une autre échéance après, 5 ans plus tard, d'autres élections. Et peut-être que cette fois, on sera 80 ou 100 députés citoyens. Et que d'un côté, vous aurez 250 de telle majorité, 250 de telle autre. Et là, bien malin, parce qu'en fait, à 250 contre 250, ils seront bien obligés d'organiser des débats. Ils seront bien obligés d'écouter un petit peu les 100 députés citoyens qui sont au milieu. Puis on sera bien obligé d'introduire à l'Assemblée quelque chose qui est magnifique, la liberté de conscience. Donc la campagne, elle est axée sur ça, sur la liberté de se mettre au service d'eux. Et le service, il est important. Se mettre au service d'eux. Dans toute chose, vous pouvez voir ce que ça vous apporte. Être député, c'est une bonne place, une bonne situation, ça, député. Plutôt une bonne situation. Et vous pourriez décider d'être député uniquement pour cette situation. Ou vous pouvez le faire en vous disant, non, je n'ai pas très envie d'eux. Je ne fonctionne pas au très envie d'eux. J'ai même plutôt pas envie d'être député parce que c'est une vie assez difficile. Moi, je veux juste vivre simplement avec ma famille. Mais en tout cas, je pourrais y faire quelque chose. Je peux être utile. Je peux être au service à cet endroit. Et donc, se mettre au service. Et on a choisi d'axer ça autour de 3 engagements. D'être au service de la vie, d'être au service de la vérité, d'être au service de la liberté. La liberté, ça veut dire ma liberté personnelle. Ça veut dire que à tout moment, je peux choisir d'être libre. Que même emprisonné, il y a des hommes merveilleux dans l'histoire qui nous ont appris que même en prison, ils restaient plus libres que la plupart des gens qui étaient très puissants. Et c'est proposer aussi la liberté pour nos concitoyens. Et la liberté, c'est un concept important. La liberté, c'est pas faire ce que je veux, c'est pas rouler à 200 en ville. Ça, heureusement, on ne peut pas le faire. Et en fait, la liberté, pour moi, en tout cas, j'en suis arrivé là aujourd'hui, mais il faudra aussi grandir mon opinion si vous avez quelque chose à apporter. La liberté, c'est la possibilité de répondre à ses besoins. Et personne n'a le besoin de rouler à 200 en ville, sauf cas exceptionnel, parce que votre femme est en train d'accoucher, encore, c'est pas très malin de rouler à 200 à ce moment-là. Vous roulez plutôt tout doux, je l'ai déjà vécu une fois. Ralenti. Ralenti. Et par contre, répondre à son besoin de sécurité, répondre à son besoin de bonne santé, répondre à son besoin d'espace, son besoin d'avoir un environnement respirable, ça c'est des besoins. On a des façons différentes d'y répondre. Certaines personnes qui se trouvent très très bien en plein Paris, c'est pas mon cas. Je vais peut-être être forcé d'y aller, j'irai, promis, mais ce sera difficile. Puis il y a d'autres gens qui ont juste besoin d'être tranquilles dans leur tiny house, tranquilles dans leur chalet, dans les bois. C'est très bien aussi. La vérité, elle est mise à mal. Aujourd'hui, on l'a dit, on a une mémoire vive de 5 minutes à l'heure actuelle. Et ben, petit à petit, à force d'avoir mensonge sur mensonge, sur mensonge, sur mensonge, on s'y perd. C'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs, on s'y perd et des fois, on oublie vraiment qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Surtout les personnes qui profèrent des mensonges en permanence, et ben, au bout d'un moment, je crois qu'ils s'y perdent. Et que des fois, quand ils annoncent quelque chose vraiment sur d'eux, ben, ils y croient vraiment. Donc la vérité, c'est ça. C'est dire, voilà, moi je serai sincère, moi je mentirai pas. Au dernier rassemblement, il y a quelqu'un qui a parié qui pourrait venir me revoir en disant que je suis un fief et menteur. Mais j'essaie de plus le faire, en tout cas. Et si je mens, ce sera malgré moi, il faudra savoir me le rappeler. C'est pour ça aussi que je prends des engagements, mais c'est pas que je veux rien promettre, c'est que j'ai le droit de changer aussi. Donc faut l'accepter, justement. J'espère pouvoir changer sur beaucoup de choses. Je suis pas encore parfait, mais j'y travaille. Et puis la vie. La vie, comment on fait pour être au service de la vie aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est la vie? C'est vaste. C'est vaste. Pour moi, la vie, c'est de respecter la personne humaine, évidemment. C'est de dire, oui, vous êtes retraité, mais vous n'êtes pas inutile. D'ailleurs, on ne cherche pas à tout prix l'inutile en chaque chose. On peut des fois s'arrêter à quelque chose qui n'est pas utile, mais qui est juste beau. Et un échange entre générations, par exemple, c'est beau. Ça peut être utile aussi, mais surtout, c'est beau.
de refaire un lien entre les générations, ça a un sens. Des fois, ça peut s'organiser dans des projets, voilà. Au lieu de faire le tout maison de retraite, eh bien, des projets qui sont en train de naître. On a un lien entre les crèches, des fois des écoles, même des écoles alternatives, et puis des lieux de résidence pour les personnes retraitées. Pourquoi pas? Se mettre au service de la vie, mais on le voit, c'est la nature aussi, c'est dire qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'aujourd'hui j'accepte de détruire? Parce qu'il y a deux choses, il y a la vie et il y a la mort. Est-ce que j'accepte de détruire ou est-ce que je décide de créer? Dans la consommation, c'est quelque chose de très important. Comment vous consommez? Est-ce que moi je veux consommer un produit manufacturé dans des usines, avec des matières premières de mauvaise qualité? Est-ce que je regarde uniquement le prix? Est-ce que je vais acheter dans des temples de la consommation où on va vouloir me vendre le produit toujours moins cher, où il sera des fois moins cher que chez le producteur, pour le même produit? C'est moins cher, alors je le prends là. Quand vous faites ça, vous contribuez au malheur du monde. Je crois qu'il faut sortir un petit peu de tout ça. La vie, voilà, c'est respecter aussi la faune, la flore qui nous entoure, et souvent de sauver la planète. La planète, au plan géologique, elle nous survivra largement, mais le reste, c'est pas sûr. Voilà, donc les différents axes, et on pourrait filer les choses comme ça assez longtemps. On va peut-être essayer d'aller dans des questions précises. Donc, si vous avez des questions ou des affirmations, n'hésitez pas. C'est le moment où il faut lever le doigt et je vous interroge. Oui? Je voulais savoir ce que tu pensais de la notion de désobéissance civile, parce que bon, je suis d'accord avec tes propos de façon générale, hein. Excusez-moi d'ailleurs de l'interruption téléphonique, mais bon, parce que je me rends quand même compte, ça c'est mon opinion, hein, que depuis 2 ans on dérive vers une forme de dictature. C'est différent de la dictature communiste ou du nazisme, mais c'est quand même une forme de dictature bien particulière. Donc là, on se rend compte qu'il y a eu de nombreux reculs, des libertés. Je ne suis ni pessimiste ni optimiste, mais bon, d'après les informations que l'on a, l'histoire du covidisme, de la crise Covid, après les législatives, dans l'hypothèse où Macron a sa majorité, ça va repartir tout ça. Donc il risque d'y avoir des questions qui vont se poser, la vaccination des enfants qui va être obligatoire ou autre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je pense que à ce niveau-là, il faut appeler quand même, je ne suis pas révolutionnaire ni violent, hein, mais il faut appeler une désobéissance civile carrément. Est-ce qu'on a le choix de ne pas faire ça dans cette hypothèse? Ou alors jusqu'où va-t-on reculer? La dictature, c'est défini comme le cumul des pouvoirs exécutifs et législatifs. Oui. C'est-à-dire, voilà. Déjà, l'état d'urgence instaure ça. L'état d'urgence, voilà, sanitaire, ça veut dire quoi? Je pense qu'un virus, de toute façon, n'est pas au courant de ce qui passe sur TF1, en principe. Donc, il n'y a pas de raison que les décisions soient prises à huis clos, pour commencer. Et puis, même sans ça, on le disait tout à l'heure, on est dans ce qu'on appelle une république bananière, c'est-à-dire que quand le Parlement devient une chambre d'enregistrement, c'est une république bananière, et donc, en fait, ça donne tout pouvoir au parti majoritaire, qui cumule les pouvoirs législatifs et exécutifs. Donc, voilà. En termes de dictature, chacun pourra juger un petit peu ce qu'on y est ou pas. Ensuite, quelle réaction on doit avoir à ça? Je veux dire, j'ai une philosophie plutôt gandhienne, si ce n'est qu'il ne s'est jamais présenté à une élection, qui n'a jamais siégé, et moi je m'apprête peut-être à le faire, ou peut-être pas. Quand un homme comprend qu'il est contraire à sa dignité d'obéir à une loi injuste ou qu'une tyrannie ne peut tenir, ça c'est la première chose. Donc qu'est-ce qu'on peut faire face à l'oppression? On peut dire non. Mais dire non face à l'oppression, c'est accepter qu'il y ait des conséquences. Accepter que les conséquences soient très importantes. Et donc à ce moment-là, vous avez 2 choix. Quand vous dites non à l'oppression et que les conséquences arrivent, vous pouvez décider de faire une lutte violente ou une lutte non violente. Donc, la lutte violente, on passe là-dessus, parce que la lutte violente, ça aboutit à des révolutions. On coupe des têtes éventuellement, on choisit quelques personnes, quelques figures, et on les remplace. Et le principe d'une révolution, c'est de faire le tour complet et de revenir à zéro. Et peut-être que demain, si on choisit de faire une lutte violente et de faire la révolution, nous serons les tyrans de demain. Je ne crois pas que ce soit une solution. Oui, d'accord.
Et l'autre solution, c'est la lutte non violente. Et la lutte non violente, elle a cette particularité qui est de porter soi-même toutes les conséquences de sa lutte. Voilà. Vous jugez que vous n'avez pas à mettre un masque dans un lieu public, vous avez une amende. C'est naturel, c'est normal, c'est la loi. Mais vous assumez. Vous continuez, on vous met en prison. Mais en prison, vous êtes toujours plus libre que ceux qui sont dehors. Jusqu'où ça peut aller? Peut-être que ça peut aller jusqu'à la mort. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusque-là? Je crois que si on est prêt à aller jusqu'à la mort, il n'y a plus de tyrannie. Et là, on en revient au fait que mourir pour une cause, ou juste souffrir ou aller en prison pour une cause, c'est pas directement de l'action au sens où on l'entend habituellement. En fait, ça change rien, à part que vous êtes mort. Mais ça a valeur d'exemple. Et cet exemple-là, ça soulève un pays. Jusqu'où on ira, je ne sais pas. Pour l'instant, je vais déjà me présenter. J'ai déjà été député, c'est déjà suffisamment dur, il faut pas trop m'en demander. Mais un jour, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a une certitude, c'est que tant que j'en ai la force, ce sera une lutte non violente que je porterai. Je crois que c'est la seule qui fait quoi, en fait. C'est la seule qui crée. C'est la seule qui détruit pas. Vous pouvez lancer un pavé sur un CRS, mais il y a une femme, il a des enfants. C'est peut-être un petit peu bête, mais il fait que ce qu'on lui demande de faire. Je crois que ça mène nulle part. Ou faire matraquer un pot de trou, je crois que c'est un bel exemple. Voilà. Une autre question? Un peu plus gaie, hein, s'il vous plaît. Mais il faut se poser cette question-là. Jusqu'où ça ira? Je ne sais pas. Après, il y a quand même une question de nombre aussi. Ça se joue quand même à partir du moment où on est majoritaire dans un mouvement pour refuser quelque chose. Le pouvoir dictatorial, il a quand même plus de mal à... Il y a 60% des gens qui disent non, c'est difficile. Mais au départ, je crois qu'il y a vraiment cette idée de l'étincelle qui met le feu. Au départ, il faut vraiment pas grand-chose. Et il faut quand même se dire aussi qu'on n'a pas été appris à sortir du courant principal. On nous a pas appris, au contraire, on a plutôt été appris à rentrer dans des cases. Le sans étiquette, c'est ça aussi, c'est de dire vous n'allez pas me faire rentrer dans une case parce que je déborde. Je déborde à gauche, je déborde à droite, je déborde au-dessus, en dessous. Mais pourtant, c'est ce qu'on a appris. Et il y a quelques personnes, peut-être vous en faites partie, qui n'arrivent pas à rentrer dans une case. C'est trop difficile pour eux. C'est même pas qu'ils sont plus courageux, c'est juste qu'ils n'y arrivent pas. J'ai bien essayé, j'ai pas réussi. Mais ces quelques étincelles vont suffire. C'est mon espoir, parce que on a l'impression qu'on est dans une période exceptionnelle, que ça n'a jamais existé avant, tout ce qui nous arrive, mais je pense qu'on peut lire suffisamment d'auteurs pour savoir que tous les siècles ont eu leur lot de tyrannie, leur lot de crise, leur lot de martyrs et leur lot de tyrans. Donc, ce qui est exceptionnel, c'est cette espèce d'ampleur globale, mais c'est encore cette ampleur globale, elle fait que de vous maintenir un peu plus passif, parce que comme vous voyez dans la télé que c'est mondial, même si vous pouvez changer les choses pour votre quartier ou pour votre rue, vous vous dites, ouais, mais il y a le monde entier derrière, je peux rien faire. Oubliez le monde entier. Intéressez-vous à ce qui vous entoure, intéressez-vous à votre environnement. On commence par la 12e circonscription. Le monde, il nous suivra ensuite. Parce que sinon on est passif, sinon on a trop peur, sinon c'est trop grand, le chantier, on n'y arrivera jamais. Et donc une seule personne suffit. Et ça peut être vous. Une autre question? Oui? Dans votre exemple sur le tabac, permet de consulter l'avis des pluralistes en tant que celui des autres parties concernées. Dans la pratique, comment vous allez faire pour récolter l'avis des gens qui sont concernés pour tel ou tel projet, tel ou tel loi? En fait, il y a plusieurs possibilités pour récolter l'avis des personnes. Soit vous attendez qu'elles viennent à vous. C'est commode, c'est peut-être ce qu'il y a de moins fatigant. Et vous pourrez tenter de se dire, voilà, les gens qui sont concernés viendront. Et à ce moment-là, vous récoltez d'abord l'avis des gens qui osent parler, des gens qui ont le temps de parler, et des gens qui ont l'habitude. Et donc, si vous attendez que l'avis, la demande, la consultation viennent à vous, vous avez l'avis des groupes, des lobbies, des groupes d'intérêt. Je pense que c'est pas une bonne solution.
La deuxième possibilité, c'est d'aller vous-même de façon active vers l'autre. De dire, voilà, j'ai une question qui concerne le prix du pain. Pourquoi j'irai pas voir mon boulanger? C'est une idée. Michel-Édouard Leclerc a dit, moi je suis capable de faire une baguette à 24 centimes. J'ai pas envie de la manger, sa baguette, pour commencer. C'est bien, il a un avis. Il faudrait déréglementer, c'est bien, c'est un avis. Ben, vous pourrez aller voir votre boulanger. Vous pouvez aller voir le meunier, qui va voir votre boulanger, qui va vous dire, oui, ben, des fois on a des surstocks, on les vend aussi ailleurs, mais on les vend en perte. Peut-être tout ça, ça peut déjà vous grandir. Première chose. Donc, première chose, complètement passif, on attend que la vie vienne à nous. Deuxième chose, complètement actif, on va voir. Le risque, c'est que moi je suis pas parfait, il y a des choses auxquelles je vais pas penser, je vais pas penser à aller consulter telle ou telle personne. Et puis l'autre chose, c'est de dire, pour moi, la démocratie participative, c'est pas de faire des référendums sur tous les sujets, et c'est surtout pas de soumettre mon vote à la voie référendaire, parce qu'encore une fois, ça c'est dangereux, ça veut dire 51% décident pour 49%, mais de dire, on prend une habitude, qui est déjà de communiquer, de parler. Alors, quand je serai député, j'aurai des espaces de communication. Vous voyez, dans la campagne, on n'est plutôt pas mauvais encore. Puis j'espère que vous me suivrez encore pour m'accompagner sur ce projet-là. C'est de dire déjà, voilà, je parlerai. Je dirai, voilà, il se passe ça à l'Assemblée, on va aller parler de tel ou tel sujet, est-ce que ça vous intéresse? Et les personnes que ça intéresse, les rassembler. Et là, il existe des techniques de communication pour, d'un groupe, réussir à sortir les idées. Non seulement les idées majoritaires, qu'on entend assez facilement, et c'est assez facile d'y accéder, mais aussi de faire sortir des idées plus minoritaires. Aussi de faire sortir une émulation de groupe, en se disant, bah oui, mais en fait, si on met tous les acteurs ensemble, on arrive à ressortir beaucoup plus de choses que quand on les prend séparément. Et là, on se rend compte que oui, effectivement, le boulanger qui était là, qui m'a dit ça, bah oui, s'il a le meunier à côté, s'il a le vendeur de levure, s'il a éventuellement même le consommateur du produit final, et bien quand on le met en même temps dans une pièce, ils ouvrent tous un petit peu leur point de vue, ils élargissent leur point de vue, et ils savent dire, ah oui, j'avais vu ça pour moi, mais en fait, c'est pas bon pour lui, je reviens sur ce que j'ai. Et donc, c'est de proposer ça. Pour moi, la démocratie participative, c'est d'organiser ce genre de choses. Et je vous parle pas de grandes salles avec des cahiers de doléances, et on en a connu, y compris sur ce quinquennat, on fait des grands cahiers de doléances qu'on fout à la poubelle après. Je vous parle vraiment d'aller consulter les personnes concernées, qui se sentent concernées, qui ont envie de parler. Et puis, on peut faire ça de façon sympa, après, avec une pizza, par exemple. Ça ferait bien du monde. Ça, c'est le risque. L'enveloppe parlementaire, elle va y passer en pizza, mais je vous dis, je vais économiser sur le postage. Je sais pas si ça répond. Oui, moi j'habite à la campagne à Framois depuis 7-8 ans, quoi, et sinon j'habitais Denain et Godin, donc les grandes villes, essentiellement sidérurgiques et minières. Et je m'aperçois qu'en habitant à la campagne, finalement on n'est pas tellement ouvert, quoi, surtout à Framois, peut-être à Wardy, où c'est un village sans pesticides, mais les autres villages, ça y va. Donc je pense que les gens souffrent d'un manque de connaissances, d'informations sur tous ces aspects. Tout à l'heure on parlait de Covid et on parlait des médias qui inondent. Il y a la même chose. Je veux dire, Monsanto a payé des scientifiques pour dire que les pesticides c'était bon pour la santé. Et donc, sur les foires, il y a des gens qui buvaient des verres d'Aronda, quoi, pour montrer que c'était sans danger. Ils sont morts. Je pense. Et donc, je veux dire, dans les campagnes, il manque cette information-là, quoi. Puis les gens, ils ont toujours l'habitude. Je vais prendre un autre exemple au niveau de l'écologie. Depuis 2011, si je ne dis pas de bêtises, il est interdit de brûler des déchets verts dans son jardin. C'est ce qui fait l'équivalent de, je crois, 15 000 km de gaz à effet de serre. Et c'est jamais respecté. Et puis comme ce sont des petites communes, le maire c'est toujours un copain ou quelqu'un qu'on croise. Et donc c'est jamais respecté. Je veux dire, il n'y a que les nouveaux arrivants qui ont une autre éducation peut-être ou qui prennent leurs déchets, qui se lacèrent les bras parce que c'est plein de bépines, qui vont à la déchetterie, qui font la queue pendant une demi-heure parce que la déchetterie, quand c'est le beau temps, il n'y a pas de voiture. Mais je veux dire, il y a ce manque de culture, d'information et puis d'autres choses, je ne vais pas dire de copinage ou autre, dans les pratiques. Alors je crois qu'il y a deux choses. Il y a effectivement ce manque de culture. Et moi-même, il y a quelque temps, je pensais que des branches c'était des déchets, quoi. Je
pensaient que les laiton, c'était des déchets. Alors que ça, vous pouvez vraiment le valoriser, en fait. C'est pas des déchets, en fait. Donc la première des choses, c'est ça, c'est réaliser que tout est trésor, en fait, et que dans la nature, on peut profiter de tout. Et à partir de ce moment-là, vous comprenez que oui, bien sûr, des broyats, aujourd'hui, c'est de plus en plus valorisé, heureusement, c'est bien. Il y a des pays qui arrivent à valoriser les déchets ménagers, c'est bien. Un jour, vous allez vous rendre compte que vous pouvez avoir un sac pour le compost, un sac pour les déchets ménagers, et puis un sac pour les poules. Et c'est encore mieux. Mais tout ça, quelque part, nous, on l'a découvert comment? On l'a pas inventé du jour au lendemain. Donc, il faut être assez indulgent. Et puis, donc, la deuxième chose, c'est faites-le. Faites-le. Si vous voulez informer, il faut le faire. Ah oui, non, je le fais. Enfin, j'y suis allé avec mon frère dans le terrain, et puis avec mes voisins, avec un sourire, etc., en disant, écoute, tu sais, tu fais du feu, mais ma femme ne met pas en remuage. Ouais, mais je sais pas qui va arriver, qui va ici faire la loi, puis j'ai tout fait comme ça, c'est comme ça, et puis après, ça fait de bouche en oreille tout le réseau du village, et puis après, alors qu'on vient gentiment exploiter les choses, on devient mouton noir, quoi. C'est difficile, quoi. Et on a toujours fait comme ça. Oui. Pourquoi? Je vais prendre un autre exemple d'élus qui ont de bonnes idées. Berberin, ça fait partie aussi de la deuxième circonscription. Je ne sais pas si ça vient du maire ou enfin du réseau, l'ambassade de collecte des déchets, des poubelles. Ils ont décidé de faire peser les poubelles. Que font les gens? Ils brûlent dans leur feu les plastiques, pour avoir une poubelle en moins et puis pas dépasser le quota. Ouais, c'est le maire, c'est le maire. Un effet pervers. Je pense qu'il pèse, je me suis renseigné, il pèse seulement la poubelle qui n'est pas plastique. C'est la seule sur laquelle il y a le plus. Peut-être les gens ne savent pas, etc. Mais bon, en tout cas, ce qu'il y a derrière cet exemple, et ce que je trouve moi assez notable pour le soulever, c'est qu'il ne suffit pas de légiférer. Il ne suffit pas de rajouter une contrainte, parce que la seule chose qui compte, encore une fois, c'est de changer les cœurs, changer les mentalités, changer les habitudes. Et voilà, j'ai l'espoir qu'en donnant l'exemple, un jour ça marche. Je crois. Et il faut accepter de souffrir encore un moment et que ça change. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi quand j'étais gamin, il y avait des pubs et puis on m'apprenait à l'école qu'il fallait pas laisser couler le robinet pendant que je me brossais les dents. Souvenez-vous, il y a 20 ans, 30 ans, on le faisait tous, hein. Il y a 30 ans, les robinets, ils coulaient pendant 5 minutes pendant les brossages de dents, dans les familles. Parce que on n'avait pas de mitigeur, et voilà. Et donc, à l'école, on apprenait aux gamins à faire ça. Aujourd'hui, ça vient plus à l'idée de personne, enfin, j'espère, de laisser couler l'eau pendant qu'on brosse les dents. Donc, il y a des choses qui vont venir. Il faut accepter que le néo-rural, effectivement, au départ, c'est le mouton noir, mais quand même, on est en train d'apporter des choses aussi, et c'est justement toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on fait dans un village? Est-ce qu'on va mettre l'étiquette? Lui, c'est le citadin, et puis il restera citadin pendant les 30 prochaines années, tant pis s'il a un potager plus beau que le nôtre. Ça rajoutera un peu de jalousie, et puis de sous dans le crin-crin, mais voilà, on met cette étiquette et on n'écoute pas l'autre, on se dit, lui, de toute façon, il connaît pas notre monde. Et donc, on l'écarte, et on n'écoute pas. Mais j'ai quand même de l'espoir. J'ai quand même l'espoir de me dire qu'un jour, ces gens comprendront que le bois est valorisable, et que quand on le brûle, malheureusement, c'est pas très valorisé. Comprendront que les déchets de tonte sont valorisables. Comprendront même que, finalement, si on pèse les poubelles, peut-être faudrait entamer une démarche pour qu'elles soient plus légères. Ça viendra. Moi, si on m'avait dit il y a même 2 ans qu'un jour, une poubelle de 30 litres pour une famille de 6, ça me suffirait pendant une semaine ou 15 jours, j'aurais pas cru. Mais petit à petit, ça vient. Oui? Je voulais réagir parce que la pesée de la poubelle, finalement, c'est pour amener une sanction. Donc, on essaye de ne pas avoir la sanction. Et si on essaye de tourner la chose de manière positive, je voulais partager un exemple, c'est aux États-Unis. Donc, vous imaginez les grosses routes façon Texas, etc., là où, avec les canyons, et en fait, les voitures balancent les déchets par la fenêtre. Donc, ils en retrouvent tout le long des grandes routes. Et un jour, ils ont réfléchi, ils ont utilisé donc ce qu'on appelle les nudges, c'est les sciences comportementales qu'on va parler, parce que ça nous a servi pour tout ce qu'on subit depuis 2 ans, on va dire, en termes de communication, mais ça peut être tourné dans l'autre sens. Et ils ont installé une poubelle géante en plein milieu de la route, en forme de panier de basket. Les gens passent, ils essayent de viser pour avoir les points. Du coup, tous les déchets étaient dans la poubelle géante en forme de panier de basket ou tout autour.
Et donc, ils ont essayé de tourner le truc en disant, on va essayer de valoriser finalement le comportement, mais un peu sous forme de jeu, quoi. Et donc, à l'inverse de la pesée de poubelle, on pourrait très bien se dire, pourquoi pas, j'en sais rien, mais on fait un top 3 des poubelles les plus légères, en se basant là-dessus, etc. Mais que ça soit juste, on va valoriser un peu les bons comportements, quoi. Et finalement, ça devient un cercle vertueux, plutôt que de se dire, j'ai pas envie d'avoir la pesée, etc. Et de jouer là-dessus, quoi. Donc on peut inverser le truc. Il faut que ça soit porté par les élus, hein. Il faut qu'ils aient cet état d'esprit. Mais l'exemple que tu donnes, tu l'as à Erken, pour aller à Voisin, il y a un filet comme ça pour aller vers le logis, d'accord. Et les gens jettent, et effectivement, ça peut même devenir un jeu, parce qu'effectivement, je fais du jogging, je cours le long des chemins, c'est ça, hein, je veux dire, sans parler des bretelles de sortie d'autoroute où c'est tout à fait chier. Alors, c'est horrible. Et la communauté de communes porte les problématiques de déchetterie, d'environnement, etc. Et pour reprendre l'exemple que donnait Grégory, moi, je ne jette plus du tout ma pelouse. Et j'étends ma pelouse, je m'en sers de paillage, etc. partout. Mais pouvoir dire, je sais pas, moi, ne serait-ce qu'un concours au niveau des jeunes, tiens, invitez vos parents et prenez une photo de votre potager avec toute la pelouse dessus, etc. Quoi. Les meilleures photos gagneront je sais pas quoi, mais on valorise les bons comportements, quoi. Puis au bout d'un moment, c'est peut-être le jeune qui va voir son père pour dire, arrête de balancer ta pelouse, quoi. Je veux dire, on peut le mettre là, quoi. Mais parce que moi, j'ai déjà écrit la communauté de Pline Normale par rapport justement à la déchetterie. Je veux dire, moi, quand je suis arrivé, j'ai 300 mètres, j'ai probablement une remorque par semaine, donc j'ai pas ça sur. En plus, je dis, j'y vais à l'hiver où il y a moins de monde pour pas gêner, etc. Et donc, c'est toujours une remorque. Donc, à la limite, je veux dire, quand on fait la démarche d'y aller, on devrait être récompensé. Exactement. D'être taxé, entre guillemets. Parce que ce que j'ai appris, c'est que le problème de la circonscription, c'est qu'elle est très vaste, mais il y a très peu d'habitants. Quand j'habitais sur Indonésie, là c'est le contraire. Je veux dire, il y a beaucoup d'habitants et donc les taxes sont moins élevées parce que c'est plus de densité de population. Nous, c'est très vaste. Et je veux dire, quand j'ai construit un carport, ma taxe de retard ménagère elle a augmenté. Parce que moi je croyais que les ordures ménagères c'était par rapport au nombre de personnes, pas du tout, c'est par rapport à la valeur de la maison. Et quand tu fais un carport, 4 poteaux avec un toit, ta valeur de maison elle augmente et puis tu payes plus tes poubelles. Ah oui. Donc je veux dire, il y a comme ça des trucs aberrants. Des trucs aberrants, et puis je veux dire plus généralement, de toute façon, ça on pourra en parler longtemps et on en parlera tout à l'heure autour d'un verre. Mais la question c'est quelle est la place de la loi là-dedans? Enfin, je trouve la question qui peut nous intéresser aujourd'hui, c'est en tant que député, si je peux porter des projets locaux, et encore une fois, je crois beaucoup aux projets locaux, voire même ultra-locaux, mais quelque chose qui a un sens, je le ferai, autant que je peux. Mais c'est pas moi non plus qui ferai tout, et puis l'idée c'est aussi d'avoir un mouvement, de dire voilà, telle personne est intéressée, on va faire des conférences sur le sujet, ou on va faire des vidéos rigolotes, on va essayer d'amener ça là. Voilà, d'utiliser de la com. Et je veux dire, si on est là aussi en rencontre aujourd'hui, quand on a dit que c'était une rencontre publique, ça ne veut pas dire que vous venez me rencontrer. Ça veut dire qu'on vient se rencontrer. Et ce qu'on constate aussi, c'est ça, c'est que l'idée de ce mouvement, c'est pas seulement de soutenir Grégory Pamard et de l'amener dans l'hémicycle, c'est aussi de se rencontrer et d'essayer de faire ensemble. Et on soulève des problématiques, on a raison de le faire. Mais après, il faut que ça débouche sur quelque chose. Et que chacun puisse le faire avec ses compétences et ses talents. Et quand on met en lien les talents et les compétences, la valeur propre de chacun, quand on laisse les personnes suffisamment libres de faire au mieux, il y a des choses magnifiques qui arrivent. Peut-être qu'on peut imaginer que tous ces talents qui sont arrivés dans la campagne, cette campagne, ça va pas s'arrêter le 19. J'espère pas en tout cas. Même si je suis élu, j'espère que ça va pas s'arrêter. C'est de se dire, voilà, des fois on a fait des gugus sur des vidéos, des fois on a fait des choses très, très bien plus sérieuses et on l'espère un tout petit peu plus pointues. Mais ça peut servir demain. Tout ça, on peut le reprendre. Ça reste pas une coquille vide à l'abandon pendant 5 ans, avant qu'on prenne notre revanche ou qu'on mette dans la balance à la place de votre champion dans l'hémicycle. Tout ça, ça sert ensuite. Et entre autres pour ça, pour ce qui a du sens. Mais moi je crois en l'éducation et personnellement le système de récompense pour moi vaut pas mieux que le système de punition. C'est la même chose. Récompense ou punition, on essaie de vous sortir de qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Qu'on vous y sort avec la carotte ou avec le bâton, c'est pareil. Ce qui compte, c'est qui vous êtes et c'est de changer. C'est une conversion personnelle. Le mécanisme, voilà. On va pas devenir écolo, on va pas réduire la taille de nos poubelles dans la durée.
sans le vouloir vraiment. Ou alors ce sera au prix d'une souffrance. Je fais ça, oh, ça me gonfle, je vais déchetterie, mais bon allez, je vais aller chercher mes 10 balles en attendant. Non. Bah, ce serait triste de vivre comme ça. Oui, enfin, moi je suis un peu plus vieux, et dire, quand j'étais gamin, il fallait ramener les bouteilles en verre et c'était une corbeille. Mais bon, on avait les centimes pour aller acheter des carambars, quoi. Non, et les Belges le font encore, ramener les consignes de verre. Ouais. D'ailleurs, à ce niveau-là, je voudrais introduire la notion alors de souveraineté. Parce qu'en fait, quand tu parles de récompense ou de punition à la carotte ou le bâton, effectivement, je pense que tu as voulu dire que si chacun, être humain, dans sa souveraineté, décide de faire quelque chose, autant pour lui que pour la communauté, on rentrera dans cette notion que je trouve plus grande et beaucoup moins contraignante, ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà, c'est quelque chose que, cette notion de souveraineté, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a un an, quelque chose comme ça. Comment? Et par Guylaine Lampteau, à Diès en 10 étapes. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle est canadienne, québécoise. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Très intéressant. D'abord, ça m'a un peu révolté parce que je me suis dit pas trop loin. Et puis petit à petit, l'idée a fait son chemin. Et elle est allée jusqu'en prison pour assumer sa souveraineté. Justement, tu parlais jusqu'à la mort, mais elle n'est pas allée jusque-là, ce n'était pas nécessaire. Et à un moment, ils ont lâché prise. Elle a tenu bon, ils l'ont enchaînée dans une prison, une dame, je ne sais pas quel âge elle avait, elle devait avoir 60 ans, voilà. Elle a tenu bon. Génial, un très bel exemple. Maintenant, elle en a 80, mais elle a 60 ans. Ah, vous connaissez? Oui. Ah, super. Voilà, je la trouve géniale. On arrive tous par nos chemins. Ouais. Je veux dire, peu importe le but, on y arrive tous. J'ai découvert, surtout quand j'ai arrêté de travailler, un tout petit peu avant, mais après, la non-violence. Alors, je suis entré par la communication non-violente par Charles Rosenberg. Mais après, voilà, une fois qu'on a mis un pied dedans, et quand on est touché par ça, on va un petit peu plus loin. Effectivement, on lit des auteurs, on voit des exemples, et on se dit, ils ont réussi. Et c'est quelque chose qui paraît complètement inaccessible. Mais l'écologie aussi, ça paraît complètement inaccessible. En fait, diminuer ses déchets, par exemple, ça paraît complètement inaccessible. Mais c'est toujours des chemins par étapes. Il faut se souvenir que nous, avant d'être en haut de l'escalier, ou même on n'est pas encore en haut, mais avant d'être au milieu de l'escalier, on était tout en bas. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'indulgence aussi. Beaucoup d'indulgence et donner l'exemple, donner envie de. Donner envie, c'est pas dire lis ce livre parce que moi il a changé ma vie. Ça se trouve, il changera pas la vie de quelqu'un d'autre. Mais oui, vous a changé ma vie. Mais multiplier les exemples, du coup, c'est ça qu'il faut basculer. Moi j'y crois, je pense. J'espère. D'avoir un exemple dans le village et puis de se retrouver avec 3 exemples dans le village, peut-être. Il y en a 4-5 et du coup, ainsi de suite. J'ai d'ailleurs un témoignage à ce niveau. Je vis en France seulement depuis 1 an. J'ai vécu tout le reste à Bruxelles. Ça s'entend sans doute à mon accent. Et alors je suis complètement bilingue, hein, moi. Ça, c'est pour le dire. Déjà, je le place parce que c'est important d'avoir des députés qui sont adaptés aux langues étrangères. Et donc, je parle aussi le bruxellois. Vous pouvez parler sans crainte. Je traduirai pour l'Assemblée. Voilà. Et donc, je suis à Bruxelles, c'est dans les années 2001 par là. Et j'ai mon voisin en face qui vit seul. Et puis, un matin, il frappe à ma porte et il dit pourquoi tu as des sacs comme ça de plusieurs couleurs chez toi? C'était le tout début du tri sélectif. Il y avait les papiers et puis il y avait la poubelle qu'on brûlait. Et je lui explique, voilà, mais il était fou aussi. Les gens ne voient pas ça, c'est une lettre au journal dans ta poubelle qui est noire. On ne verra pas, et puis tu as mon boulot, c'est comme ça. Et puis pendant plusieurs jours, il a rigolé de mes sacs, et puis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois. À chaque fois, il dit, mais toi, t'es un fou, tu cherches du travail pour rien. Donc j'ai pensé à votre histoire. Et puis je me dis, bon, c'est un irréductible gaulois, il ne va pas changer. Mais j'ai continué à trier mes poubelles et j'ai pas essayé de le convaincre. Et voilà, dis pas que 2 ans après, quelque chose comme ça, il vient frapper à ma porte et il dit, t'as vu? Quoi? En fait, il dit, regarde. Et puis il a commencé à trier ses poubelles, juste pour me faire plaisir, faire comme moi. J'en revenais pas parce que je me suis dit, jamais ça marchera, il s'en fout, il n'y voit pas son intérêt. Ben si,
Voilà. Donc l'exemple, oui, mais ça met du temps. Ça met beaucoup de temps et je pense que si j'avais essayé vraiment de le convaincre, j'aurais donné plus d'années à ce qu'il me se convertisse. Après, si on a un député qui montre l'exemple aussi et qui se montre à faire ces choses-là, faire l'exemple, ça peut être pas mal aussi, parce que c'est un petit peu plus de portée aussi. Exactement, ça communique, je ne sais pas si c'est votre intention. Mais c'est le but. Le public, le rendre public cet exemple. C'est le but, et encore une fois, il faut faire très attention parce qu'il y a une limite qui est très étroite entre l'exemple et le héros. Et le héros, vous ne pourrez jamais faire ce qu'il fait. Et on est bercé par ça. Hein. Depuis, enfin, nous, en tout cas, on a été bercé par le cinéma américain et par ce concept de héros extraordinaire. Ça, il faut vraiment faire attention, y compris nous, chacun, quand on regarde quelqu'un, on a des gens qui sont pour nous des figures d'exemple, vraiment. Il faut faire très attention de ne pas les traiter comme des héros. Déjà parce que ce sera lourd à porter pour eux, extrêmement lourd. Et puis parce que nous, ça nous plonge dans la passivité. Il y a beaucoup de choses qui nous plongent dans la passivité. Le fait de vouloir voir trop gros, de se dire j'y arriverai jamais. Le fait d'imaginer que les autres sont au-delà de ce qu'on pourra faire un jour, et donc on se décourage. Le fait de voir les malheurs du monde à travers la télé, et à un moment de notre journée où on est devant la télé en mangeant, et où on est passif à ce moment-là, ben, on associe le malheur et la passivité. On dit qu'on ne pourra jamais rien changer. Voilà, il faut retrouver aussi notre voie. Petite conclusion, et puis après on échange. Question. Oui. Est-ce que vous porteriez un projet comme une monnaie locale dans sa construction? Mon rêve, c'est qu'il n'y ait pas de monnaie. Ah oui, bien sûr. Mon rêve, mais ça reste un rêve, donc je préfère quand même m'accrocher pour l'instant encore un tout petit peu à mon rêve. Mais le jeu, le JEU, c'est un système sans argent, c'est juste un échange de services. C'est ça. Les selles en France. Oui, c'est c'est le service d'échange local. Mais ici, le jeu, c'est pour le monde entier, en fait, il n'y a pas de limite. On m'a beaucoup demandé, quand j'ai soigné les gens gratuitement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ah, mais je veux vous remercier, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Moi, j'ai fait ce que je pouvais, vous, de votre côté, faites ce que vous pouvez. Peu importe si c'est pas à moi que vous le rendez, rendez-le à quelqu'un d'autre. J'ai fait cette demande. Et mon rêve, il est là. C'est pas d'avoir une monnaie affranchie de l'euro, qui de toute façon sera toujours une monnaie. Et de toute façon, il y aura toujours cette relation de puissance. Donc, voilà. L'idée, c'est de dire, ça n'arrivera pas sur Terre, hein. Mais j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de monnaie du tout. Et puis, s'il doit y avoir une monnaie, en fait, peu importe. Ça peut être une monnaie locale, ça peut être des euros, ça peut être des bitcoins, ça peut être ce que vous voulez. Mais tout simplement, après, il reste quand même quelle relation vous voulez avoir à l'argent. Est-ce que vous voulez toujours avoir plus, consommer plus, parce qu'au début ça dit je veux juste plus de produits, plus d'avoir, et donc je suis prêt à tout. Vous êtes prêt à tout pour payer moins cher, et toutes les conséquences désastreuses pour la société derrière, et vous êtes prêt à tout pour obtenir plus, et toutes les conséquences désastreuses sur l'autre et sur vous-même en fait. Bah oui, mais moi, j'ai quand même allé travailler dimanche parce que ça me fait 15 balles de plus à la fin. Puis quand même, je vais pouvoir, je sais pas, on peut avoir les épinards. Des fois, c'est juste pas grand-chose, c'est juste je vais pouvoir acheter de la viande pour les enfants. Hein. C'est louable. Hein. Sauf que, faut créer de la valeur. Vous parliez tout à l'heure de commencer par la circonscription, commencer par soi. Et une monnaie locale, dans l'idée, c'est de protéger quelque part, d'augmenter même, d'améliorer les relations entre les gens pour améliorer une économie interne. Oui. Ça veut pas dire. Ça veut dire quand même aussi de former, de créer une barrière complète entre l'autre et nous, quelque part. Hein. Pour moi, la monnaie locale, je le vois comme une fermeture de frontières, dans un sens. Et encore une fois, on est dans ce cas-là on s'enferme un petit peu, on met une contrainte de plus, qui est, maintenant avec cette monnaie-là, on a la contrainte d'agir localement. Et donc, on ne le fait pas complètement par envie. Et donc, on diminue encore un petit peu la liberté de l'autre. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je ne me suis pas encore assez intéressé à la question, je ne me suis pas encore assez posé la question pour connaître mon avis et mon opinion tranchée sur ce sujet. A priori, j'ai le sentiment que c'est juste mettre plus de contraintes. Et pour moi, il faut libérer l'envie de bien faire.
Et en fait, peu importe, c'est-à-dire que si la voisine d'à côté, elle n'est pas dans votre monnaie locale, et si de toute façon elle a besoin de vous, peu importe, quoi. Et faites-le quand même. Et ne vous arrêtez pas à dire, lui, il est de mon bord parce qu'il a choisi la monnaie locale, et donc on va faire quelque chose ensemble. Et celui qui est de l'autre bord, qui n'a pas la bonne étiquette, on fait rien ensemble. J'y vois ce danger-là, mais encore une fois, c'est une idée a priori. C'est une idée a priori. Est-ce que la monnaie locale, du coup, ne participerait pas à l'éducation, justement, de revenir vers l'humain, revenir vers les voisins, vers tout ça, pour arriver, justement, après aux échanges, ceci, cela, quoi. Peut-être. Est-ce que c'est pas un chemin pour rassembler encore des gens et faire en sorte que, petit à petit, on arrive à un système comme ça qu'on a plus besoin de... Il y a une étape intermédiaire, quoi. C'est ça, est-ce que c'est pas une partie du chemin pour arriver Je le dis à nouveau, je suis pris au dépourvu et c'est pas une question que j'ai creusée, mais de toute façon on échangera, on continuera de s'enrichir. Peut-être qu'un jour je dirais que voilà, ça peut être une des choses que j'aurais envie de m'apporter. Ou peut-être pas, et pour autant ça ne veut pas dire que je suis contre. Ou alors peut-être même qu'au départ je me dirais que c'est pas une bonne idée et que c'est mieux de brûler des choses dans son jardin et qu'au bout de 2 ans je me rendrais compte que c'est bien de trier ses déchets. Je reste ouvert à l'idée. Mais encore une fois, dans mon monde de rêve, il n'y a pas de monnaie du tout. Parce que ça ne me dérange pas de donner. Et je reçois beaucoup. Donc, petite conclusion. Je ne sais pas s'il y a vraiment besoin d'une conclusion après ça, parce qu'on a déjà touché pas mal de choses. L'idée, c'est de proposer quelque chose de différent, c'est de dire, on va se rassembler sur une idée qui est collons pas trop vite des étiquettes sur les personnes en face. Écoutons l'autre, échangeons, donnons l'exemple, parce que finalement, il y a peut-être que ça qu'on pourra faire. Puis c'est comme ça qu'on change le monde par petits morceaux. Et il ne s'agit pas juste de voter Grégory Pamard et de m'élire à l'Assemblée pour que je sois votre héros et que je change le monde à votre place. Ça, c'est un grand danger. Au départ, quand je me suis présenté, l'idée que j'avais en tête, et la première idée, c'est de se dire, ça va être trop bien, je vais pouvoir envoyer des professions de foi à tout le monde, pour leur dire que si vous allez voter en pensant que vous changerez le monde, et que vous restez passif pendant les 5 prochaines années, ça sert à rien. C'est vraiment ça que je voyais au départ. C'est-à-dire, ne laissez pas le vote vous rendre passif. Non, vous n'avez rien fait. Presque. Pourtant, je vous dis, votez pour moi, attention. Et faites voter pour moi, et dites à tous vos copains de voter pour moi. Mais, j'aimerais que ce soit en se disant, et on va faire quelque chose. Avec lui éventuellement, ou juste à côté. En tout cas, on va faire quelque chose. Et on ne va pas attendre qu'il change de place. Chacun sa part. Voilà. Merci.